subtilement et facilement parmi les jeunes dans nos écoles. Entre 48 et 59% des enfants de 9 à 22 ans auraient déjà touché à la drogue selon une enquête, un échantillonnage qui a été réalisé par l'Agence nationale, l'Alliance nationale des consommateurs de l'environnement, la NCE. Il n'est plus à prouver tous les dégâts que la drogue et les autres stupéfiants ont sur la santé des jeunes et de toute personne qui les consomme. Ghislain Dablaka, ancien addict qui aujourd'hui a repris sa vie en main de belle manière, a assez témoigné. Merci Ghislain de revenir sur ce plateau et de nous parler surtout, après on le verra dans l'émission, d'initiatives que vous avez à l'endroit de jeunes qui sont aujourd'hui dans le cas dans lequel vous étiez hier. Merci de repartager votre vécu, votre expérience avec nous ce soir. Merci. Je vous en prie. Vos dires ont été confirmés plus encore par nos spécialistes. Merci. On va d'abord dire bonsoir à Dr Salifou. Salifou. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes psychiatre et médecin-chef de l'hôpital psychiatrique de Zébé, structure dans laquelle il y a un centre qui prend en charge les addicts pour les accompagner à la désintoxication, entre autres. On en parlera dans l'émission. Merci de revenir sur ce plateau, partager votre expérience avec nous. Merci. Et psychologue aussi parmi nous, Safiou Zinzina, vous êtes addictologue. Merci d'être avec nous. Merci. Pour nous dire que ce n'est pas facile de décrocher. Mais comment est-ce qu'on les accompagne? Comment la famille, l'entourage, comment les personnes même elles-mêmes qui doivent se dire c'est bon, il faut que j'y aille. Vous partagerez les astuces avec nous. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Et puis docteur Fortune à Bébéou, merci de revenir. Merci de nous accorder votre présence ici sur le plateau. Vous êtes coordinatrice projet anti-drogue à l'ANCE Togo. Et c'est votre structure qui a réalisé l'étude dont je faisais cas tantôt. On va rapidement replanter le décor, rapidement rappeler un peu les résultats de cet échantillonnage, cette étude que vous avez faite dans certains quartiers de Lomé. Merci un peu, Lise, pour l'invitation. J'en prie. Alors, pour le lycée, collège, ça fait 61 pour 190. Et toujours dans le cadre des études, les élèves représentent 48,59%. De consommateurs de drogue. Oui, toujours. Et en plus, toujours au niveau de lycée, collège, les élèves encore représentent 61,95%. En fait, ça se concentre beaucoup dans les collèges. Oui. Lycée, collège, Oui. touche beaucoup. Oui. Voilà. Et puis malheureusement, nous avons aussi les élèves de primaire qui s'élèvent à 15%. 15% dans le primaire. Oui. Et les étudiants qui s'élèvent à 24%. Oui, c'est plus bas à ce niveau. On s'est prouvé que la drogue, aujourd'hui, ce n'est plus qu'à la télé que les enfants voient cela. Ils ont accès à la drogue, ils touchent à la drogue et de diverses façons. On a dit la semaine dernière que ça prenait diverses formes. Ce qui fait qu'il y en a qui consomment naïvement et qui deviennent addicts, et il y en a d'autres qui le consomment parce qu'ils décident d'y aller, ils cherchent des effets, et on a rappelé les conséquences sur la santé. Petit rappel des conséquences avec Dr Salifou. Merci. Avant de parler des rappels, je vais rappeler surtout ce que c'est que la drogue. C'est important de toujours le savoir rappeler parce que quand on dit drogue, beaucoup ne comprennent pas. C'est toute substance qu'on peut consommer et qui agit sur le cerveau et qui change le comportement des gens et qui est susceptible d'entraîner une dépendance, c'est-à-dire que dès qu'on a touché, on ne peut plus s'en passer. C'est ça la drogue. Et dans cette catégorie, il y a tout. Il y a l'alcool. L'alcool, c'est une drogue. Le tabac, la cola. Mais il y a aussi les drogues illicites comme le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, les amphétamines,
Et aussi, il y a quelques médicaments en pharmacie aussi qui peuvent entraîner des dépendances, comme les benzodiazépines. Et il y a des comprimés aussi qui sont détournés de leur usage. Les gens de tramadol, mais contrefait. C'est pas les tramadol du genre, non, c'est officiel, non? Parce que c'est pas des... Ce n'est pas dans des médicaments du circuit officiel, mais c'est en réalité des médicaments qui sont utilisés, qui peuvent être utilisés ou qui sont utilisés dans les hôpitaux. Mais comme ils entraînent une dépendance, après quand la personne est dépendante, elle va chercher la même chose, mais un peu moins cher, peut-être dans un circuit illégal, voilà. Qui ne lui confère pas la même composition, qui est plus dosée, etc. Voilà. Ainsi, pour parler des effets, il y a plusieurs effets. Il y a des drogues qui tranquillisent, qui font que les gens deviennent plus calmes, un peu amorphes. Il y a des drogues qui rendent violents. Voilà. Et c'est dans la consommation chronique qu'on a toutes les conséquences possibles et qui peuvent aller des affections organiques, un peu comme les maladies de poumons liées par exemple à la consommation de tabac, un peu comme le VIH, sida, l'hépatite liée éventuellement aux drogues injectables. Mais il y a aussi les conséquences psychiques qui sont les maladies mentales qu'on peut avoir à force de prendre les substances psychoactives, de prendre les drogues. Ça perturbe le fonctionnement du cerveau, c'est ça? Oui. C'est ce qui crée les maladies mentales. Est-ce que généralement, quand on prend de la drogue, on passe par la case hôpital psychiatrique après? Est-ce que c'est systématique? Je dirais, en tout cas à long terme, oui. Il y a de fortes chances. C'est systématique. C'est systématique. Soit on passera par la case de l'hôpital psychiatrique parce qu'on n'en peut plus d'être dépendant d'une substance, et on a de passer toute sa vie à chercher les moyens justes pour pouvoir consommer. Et là, on a envie d'arrêter. Mais on peut passer par la case de la psychiatrie tout simplement parce qu'on est en train d'expérimenter les conséquences. Les conséquences d'ordre psychiatrique. Exactement, ça rend la plupart du temps, surtout si je prends l'exemple du cannabis, les gens finissent par développer une maladie mentale qu'on appelle dans notre jargon la schizophrénie. Voilà, donc ils viendront à l'hôpital pour soigner cette maladie. Cette maladie-là, ce qui se manifeste comment? C'est quoi cette maladie? Bon, cette maladie va se manifester par un trouble de comportement, des hallucinations, c'est-à-dire que la personne qui entend des voix ou bien voit des choses bizarres que les autres ne voient pas et a tendance à se négliger, commence par devenir un peu plus sale qu'avant ou s'enferme, s'isole, voilà. Donc c'est un peu ces symptômes qui vont rentrer dans ce qu'on appelle schizophrénie. Ghislain, vous êtes passé par là. Oui. Vous voyez quoi par exemple? Moi souvent c'est des scènes de violence que j'aimais. Alors oui, vous l'avez dit ça. Je vois des scènes de violence ou bien c'est souvent des... Quand on voit dans un film quelqu'un qui s'est pendu, on a envie de se dire tiens, peut-être c'est une facilité, c'est un moyen aussi de se débarrasser de ses problèmes, de ses soucis. Ou bien c'est des imaginations de vouloir dans l'envie de posséder aussi une arme et de se dire voilà, ça peut te donner plus de la force et d'avoir l'influence sur les gens. Bien souvent, c'est facilement qu'on peut avoir de la vulgarité dans sa tête. Soit parfois, il y a des jeunes qui laissent facilement des gens en mode fuck, des trucs comme ça, c'est très grave. C'est des trucs très très graves parce qu'on ne se contrôle plus. On a l'impression qu'on devient un super puissant et on peut faire ce qu'on veut. Et c'est ce qui est très grave d'ailleurs. Parce que quand le docteur dit encore que pour être amené, à force de consommer le cannabis, on peut être amené dans un centre psychiatrique. Si ce n'est pas qu'on passe par les centres psychiatriques, forcément, ça peut conduire à la prison par des actes de violence et tout, ce qui devient très très déplorable, quoi. Prison ou alors cimetière, on en meurt, on peut en mourir? Bien sûr. D'overdose ou de quoi? De maladies On peut mourir des maladies organiques, c'est-à-dire les complications liées, par exemple, le VIH, l'hépatite. Oui, on peut mourir aussi. Sévère, Exactement. On peut mourir aussi d'overdose.
Mais on peut mourir aussi des conséquences psychiatriques de la consommation de drogue, parce que quand on va commencer par faire une maladie mentale, on ne se contrôle plus, on prend des risques non calculés et ça peut aboutir à la mort éventuellement. Des risques comme des fois des conducteurs de moto qu'on voit en circulation. On se demande si un individu normalement constitué qui raisonne bien peut se prêter à ces genres de jeux-là. C'est un peu ce qui peut expliquer. Hein. Exactement. Par exemple. Ok. Voilà. Alors, Safiou Zinzina, psychologue, comment est-ce qu'un parent peut soupçonner, suspecter son enfant d'être sous l'emprise de drogue, de toucher à la drogue? Comment est-ce qu'on peut savoir? Ok, merci beaucoup. Tout d'abord, je profite de l'occasion pour vous dire merci. Et aussi à la TVT, un coucou à tous les téléspectateurs du côté d'Abidjan. Eunice, bonsoir. Voilà. La dédicace est rapidement passée. Voilà. Du coup, un parent doit savoir observer son enfant. Et quand on dit observer, ça passe par tout ce que l'enfant fait. D'accord? L'enfant, dès qu'il y a une modification dans son fonctionnement, vous devez être, en tant que parent avisé, vous devez être en mesure de pouvoir détecter ce petit changement. Bon, c'est pas comme si on allait prendre un cahier de 300 pages pour écrire sur l'enfant. Non, c'est-à-dire qu'un parent doit être suffisamment bon. Quand on dit parent suffisamment bon, c'est ce parent-là qui est là physiquement et qui est là aussi psychologiquement. C'est-à-dire la présence physique ne suffit pas pour un enfant. Donc du coup, dès que vous voyez qu'il y a un petit changement dans le fonctionnement dans les comportements de l'enfant, vous devez être soucieux de ça. Il a forcément quelque chose qui ne va pas. Et dans le cercle familial, souvent chaque individu du cercle ou bien de la famille a un rôle à jouer. Donc, l'arrivée d'un enfant modifie le système familial. Donc, le parent a un rôle à jouer et l'enfant aussi a un rôle à jouer. Donc, dans ce système-là, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, ça peut jouer sur un des membres de la famille. Donc, du coup, par exemple, deux parents qui se querellent, ça peut jaillir sur l'enfant. On a fait une belle émission sur la thématique d'ailleurs. Tout à fait. Donc du coup, l'enfant, lui, au lieu de peut-être d'orienter son agressivité ou bien sa frustration contre autrui, il peut l'orienter vers lui-même. Et ça peut constituer des sources d'aller consommer de la drogue. Donc, un parent, évidemment, doit pouvoir connaître son enfant et savoir détecter des petits... Il est trop calme, il est trop agité, etc. Alors, tantôt, quand vous parliez, docteur, vous disiez qu'il y a des drogues qui rendent plus calme. C'est vrai parce que ça rend plus calme que ça a moins de dégâts sur la santé, non? Oui, une drogue, c'est une drogue. Est-ce que ça rend calme ou pas, les dégâts sur la santé sont énormes. Mais je voulais revenir sur les signes d'alerte, ce qui peut attirer l'attention des parents. Déjà, un enfant, surtout les adolescents, qui commence par sortir la nuit, tard, c'est-à-dire qu'il ne sort pas à 19h, 20h, il attend vers 22h, 23h pour sortir, revenir vers 5h du matin. Et toute la journée, il dort, c'est très très suspect. En général, c'est que l'enfant a commencé par fréquenter un milieu où il y a une consommation de drogue. Maintenant, l'autre élément qui peut alerter les familles, c'est que quand les jeunes commencent par prendre de la drogue dans leur chambre, surtout le cannabis, vous allez voir qu'ils vont mettre de l'encens ou des désodorisants pour que les parents ne sentent pas l'odeur. Donc si les parents constatent que leur enfant s'isole souvent dans sa chambre et chaque temps qu'il rentre, il y a une odeur d'encens ou il y a une odeur de désodorisant, il faut que les parents cherchent à savoir ce que cet enfant essaie de cacher. Donc c'est quelques éléments pour attirer l'attention des parents. Des parents, c'est clair. Alors aujourd'hui, le thème c'est la drogue, on peut s'en sortir. Chisley nous parlera de comment il s'en est sorti aujourd'hui. Il est là, il est l'expérience palpable de oui, on peut s'en sortir et bien s'en sortir. Il va nous parler de d'autres cas également. Vous aussi, mes autres invités au plateau. Il paraît que pour
cesser de commencer de la drogue, il faut d'abord le souhaiter soi-même. Il faut d'abord une volonté, se dire je vais arrêter. Mais qu'est-ce qui peut amener quelqu'un, un addict à arrêter? Est-ce que c'est aussi facile de dire je vais arrêter, monsieur le psychologue? Ok, merci beaucoup. Dire que je vais arrêter ne suffit pas. Parce que la plupart du temps même, le pouvoir addictogène du produit fait que chaque fois vous avez envie. Vous pouvez arrêter peut-être sur 2 semaines, 1 mois, 3 mois, vous retombez. Voilà. Alors, maintenant, c'est justement pourquoi on se dit, quand on me dit qu'il faut dès la base, dès le début se dire je dois arrêter, c'est compliqué. Oui, dès la base c'est compliqué. La personne peut avoir la volonté d'arrêter. Elle peut avoir la volonté. Oui. D'où est-ce que cette volonté viendrait? Voilà. Est-ce qu'elle y pense déjà? Tout à fait. Et dans la plupart du temps, les gens qui viennent pour arrêter sont souvent forcés par les parents ou c'est par la justice. On les oblige à faire une injection thérapeutique. Du coup, la motivation personnelle n'y est pas. Donc quand voilà, souvent certains vous disent je consomme mais ça ne me crée aucun problème. Ils dénient, ils font le déni, ils sont dans ce que nous appelons la pré-contemplation. Pour eux, la drogue ne fait plutôt du bien et pour eux, ça ne crée aucun mal. Donc là où il est, lui, ne se sent pas malade, donc il ne sait pas pourquoi on l'oblige à faire un soin. Donc quand des situations pareilles arrivent, vous devez faire ce que nous appelons l'entretien motivationnel et faire la psychoéducation. C'est-à-dire informer le client ou bien le patient sur les conséquences que la consommation peut entraîner chez lui. Voilà, la conséquence que ça a déjà et donc il ne se rend pas forcément compte. Tout à fait. C'est comme ça se fait. Et dans ce processus, il faut avoir ce que nous appelons les arguments nécessaires pour pouvoir, le docteur l'a dit l'autre fois, pour pouvoir peser la balance. Donc nous parlons de la balance décisionnelle où le patient, après avoir fait la psychoéducation et l'entretien motivationnel, il va voir que je cours un danger, il faudrait que je change de... Parfois certains disent c'est vrai, je vois que j'ai des conséquences, mais c'est pas grave. Pour l'instant, quand je vais cesser, je vais perdre peut-être beaucoup d'amis parce que dans le cercle il se sent mieux, il a peur de ne plus être dans ce cercle. Donc ils sont dans l'ambivalence aussi de pouvoir faire ce changement. Donc c'est là où le spécialiste est là et il aide à prendre cette décision et à aller de l'avant. Parce que ce n'est pas facile quand l'individu vous dit aujourd'hui je vais arrêter, quand il retourne dans sa famille, peut-être c'est dans la famille où la consommation y est, ou bien c'est dans son service, ou bien dans le cercle d'amis. Le spécialiste ne l'accompagne pas chez lui. Du coup, il va se retrouver encore dans ce cercle d'amis qui vont lui dire non, laisse ça, retournons consommer. Donc c'est là où c'est très compliqué. Voilà, pour quelqu'un de prendre une décision et de le faire en même temps. Docteur, il faut une forte motivation. Hein? Oui, il faut vraiment une forte motivation et il a raison. Dans nos milieux, la plupart du temps, les gens ne sont pas motivés, c'est la famille qui les amène. Par contre, il y a des raisons pour que la personne soit motivée ou que la personne elle-même demande. C'est quand la personne commence par avoir les conséquences. Soit une maladie quelconque ou une maladie psychiatrique. Et ça peut interpeller cette personne à demander de l'aide. Elle se dit, je vais toucher le fond. Mais dans notre pratique, dans mon expérience, ce que moi j'ai constaté, pour ceux qui cherchent à arrêter, souvent, c'est quand ils se rendent compte que toute leur vie est résumée à une consommation. Que tout l'effort qu'ils font dans la vie pour avoir un peu de moyens, ils sont obligés d'utiliser ces moyens-là pour consommer. Ils sont fatigués de vivre cette vie. En ce moment, ils viennent aussi pour demander de l'aide. Mais pour les adolescents, les jeunes, en général, ils ne demandent pas. C'est la famille. C'est la famille qui les amène. Et c'est important que la famille comprenne que c'est un long processus. Et tant qu'on n'a pas réussi à déclencher le désir d'arrêter chez cette personne,
on n'a même pas encore commencé le travail. C'est ça. Alors, il peut y avoir des motivations extérieures également, par exemple l'entrée en vie socio-professionnelle ou alors le désir d'entrer dans une relation, le besoin de faire quelque chose. Et qu'on soit bloqué par le fait qu'on est toxicomane, ça peut déclencher aussi l'obligation. On se dit qu'on est obligé pour pouvoir atteindre cet objectif d'arrêter de se faire soigner. Ghislain, vous n'avez pas décidé d'arrêter, hein, on vous a obligé. Parce que vous ne saviez pas, vous ne vous disiez pas que ça vous faisait du mal. Et Manu Militari, on vous a transporté. Hein. Voilà, c'est là où je fais. En fait, je me suis demandé quand j'ai écouté tous les intervenants, je me suis dit, est-ce que j'avais besoin encore d'être là? Parce que comme monsieur le psychologue disait, effectivement, quand on est sous addict, parfois on dit, je n'ai rien. Oui, c'est clair. Quand on est sous, on dit, non, je ne suis pas saoulé. Quand on se lève le matin, j'avais plein d'amis qui disaient aussi, on se lève le matin, on s'habille, on se lave, on essaye d'être normal comme tout le monde. Et dès qu'on pose... C'est bien de dire on essaie d'être normal comme ça. On essaie d'être normal parce que parfois devant les autres peuvent remarquer un trouble de comportement, ça se remarque. Et vous disent, qu'est-ce que tu as dit? Non, ça va, je vais bien, j'ai pas de problème. Et tes cours, tu dis, non, ça va, j'ai juste quelques trucs à rattraper. Voilà. Et ce qui est très grave aussi, c'est que il faut vraiment arriver à sortir du milieu. Monsieur le psychologue l'a dit, quand on est dans le milieu où c'est consommé, on a du mal. Moi, il a fallu vraiment qu'on me sorte de là. Mais même quand on sort d'un espace où c'est consommé, quand on revient dans un autre, et encore, on retrouve tout de suite un groupe. C'est comme si on avait le flair des lieux où ça se consomme. Exactement, on retrouve les mêmes amis, mais en même temps, ça dépend aussi de l'entourage. Parce que je dis souvent, ce n'est pas qu'on a trop notre façon de vivre à l'africaine, la famille africaine, où tout le monde est au courant de ce qui se passe. Mais ça devient dangereux lorsque, par exemple, le malade a ses parents et ses frères et sœurs, il y a le médecin qui doit suivre, et puis bon, pour d'autres peut-être le prêtre ou le pasteur, mais parfois certains vont dire, votre fils là, moi je sais où je vais l'amener, je sais, il y a quelqu'un qui fait de fortes prières là, il délivre les gens. Et comme on a des espoirs de cause, les parents sont dépassés, ils vous amènent, et ça n'arrange pas le malade. Mais quand moi j'ai dû arrêter la drogue, le cannabis, c'est qu'il y avait l'entourage familial. Ça m'a permis de me dire, bon, ça m'a servi à quoi? De toute façon, on m'a enlevé de ces gars, les gars ne me donnaient rien. J'ai essayé de m'occuper, mais c'est toujours pas facile parce qu'à chaque fois, vous voyez les autres qui vous disent, tu vois, nous on est bien, toi tu as choisi de ne pas être dedans, mais tu vois, tu ne te retrouves même pas. Et alors on fait son chemin, on se bat pour se dire comment j'ai fait pour me retrouver. Les autres te disent, mais nous tu vois, on est bien, on arrive surtout dès les débuts, quand on ne trouve pas encore ces marques et qu'on se cherche encore, on se dit, le discours des autres peut rapidement passer. Hein. Voilà, donc on a envie d'être tenté, on se dit, peut-être il faut retourner avec eux, ou bien, parce que d'abord, si vous avez dans la famille certains qui viennent, qui disent, non, votre fils là, on peut l'amener ici, parce que les parents sont dépassés. Je sais qu'il y a ça fait mal des mères de famille qui voient leurs enfants très très en mauvais état et qui se disent parfois, mais comment faire, et je ne sais pas. Et donc toutes les solutions sont les bienvenues. Voilà, c'est ça. Alors quand vous avez envie, est-ce que c'est possible de mettre des mots sur ça? Genre, on vous sort de là, ce n'est pas que le manque du réseau, ce n'est pas que le manque des amis qui vous manque, c'est que vous ressentez, alors c'est pas l'absence que vous ressentez, mais peut-être aussi cet effet que vous avez quand vous prenez la drogue. C'est aussi ce que vous recherchez, non? Bien sûr, l'ambiance ça manque. L'ambiance en manque parce que quand vous sortez tout de suite de ce milieu, vous vous dites, je suis arrivé dans un nouveau milieu, ceci ne me donne pas ce que les autres me donnaient, et chaque fois je dois me battre pour me dire, je dois oublier, je dois avoir une nouvelle vie et d'être quelqu'un de normal, accepté par la société, parce que je le faisais peut-être pour suivre un mouvement de mode, mais ça n'a rien donné, et à chaque fois on se demande,
ça manque, mais bon, on se dit, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau. Oui, maintenant, au-delà de ce que je disais, au-delà de cette compagnie qui vous manque, est-ce que l'effet du produit aussi vous manque? Quand ça vous manque, comment ça se fait? Comment vous ressentez justement, le manque du produit dans votre corps? Moi, par exemple, j'ai été longtemps addict de cigarettes. Et il faut dire pour remplacer la drogue? Oui, pour remplacer, parce que j'ai eu un sevrage de beaucoup de produits. Parce que l'alcool, je sais pas, il y a des choses que j'ai pas envie de dire ici. Hein. Je pouvais finir bouteille de whisky en 2 jours, moi tout seul. Ouais, vous aurez pu rentrer dans le Guinness des records, mais bon, c'est pas le meilleur record. C'est pas le meilleur record à je sais pas, donc quand quelqu'un fait ça, je vous dis... vous ne sentez pas bien. Avec l'alcool, la drogue? Il y a l'alcool, la drogue, le café, je sais pas, et puis surtout ces produits-là. Alors, vous êtes tout, et le tabac aussi, voilà. Parfois, quand ça manque, vous êtes là, vous n'êtes pas bien, vous tortillez entre vous tortillez sur vos mains. Dans le corps que vous avez mal? Dans le corps, vous sentez un manque. Une douleur quelque part? Non, pas une douleur, un manque, on a l'impression que quelque chose ne va pas. On a envie de quelque chose, on a envie, et on doit lutter, on a envie. Et dès qu'on ne trouve pas de quoi s'occuper, parce que si vous êtes avec des gens qui ne consomment pas, et chacun se dit, j'ai mon occupation, je ne veux pas vous en sortir. Donc quand vous êtes oisif, vous repensez à tout ça? L'oisiveté, ça ne permet pas. Et puis, on n'a même pas envie de faire quelque chose, on a l'apathie. C'est ça. On a l'apathie. Et puis, quand les autres sont occupés, vous dites, mais pourquoi ils me laissent tout seul? Moi aussi, j'ai envie de m'occuper. Donc, vous êtes obligé, si vous êtes en sortie, de trouver des moyens pour vous occuper souvent. Et c'est là où je sais pas, peut-être on n'arrive pas encore au témoignage. Je voulais parler d'un jeune homme. On en parlera tantôt. Tantôt. Le docteur Salifou, pour nous préciser un peu comment l'addiction, comment le besoin se ressent. Vos questions et ces réponses, j'ai compris qu'il fallait faire des précisions. Le fait qu'il ait consommé plus du cannabis fait qu'il aura plutôt une dépendance psychologique. Okay. La dépendance psychologique, c'est que c'est cette envie de prendre ce produit, c'est une gêne qu'on ressent, mais ce n'est pas une douleur dans le corps. Okay. Exemple typique d'une dépendance psychologique, c'est que si je consomme du cannabis et je suis amené à faire un voyage, dès que si je dois aller par exemple à Dapaon, dès que j'arrive à Dapaon, mon premier réflexe serait de chercher là où on vend. Ce n'est pas que je suis en manque, mais mon premier réflexe, j'anticipe. Il faut que je trouve parce que... Mais il faut que je rentre dans mon réseau. Quand je vais avoir envie, comment je ferai? C'est ça la dépendance psychologique. On n'est pas dans le besoin, mais on est dans l'anticipation. Par contre, quand on prend par exemple l'alcool, et l'héroïne, la morphine, le tramadol, on a une dépendance physique. C'est-à-dire que dès qu'on arrête la consommation, on a des douleurs atroces dans le corps, oui. Des douleurs atroces. Si vous voyez par exemple des jeunes qui consomment du tramadol, le matin, ils ne peuvent pas se lever. Ils ont mal dans le corps? Tant qu'ils n'ont pas pris ce produit, ils ne peuvent pas se lever. Ils ont des douleurs atroces. Et je connais un jeune homme consommateur de tramadol, mais le matin, la revendeuse de tramadol même l'appelle parce qu'elle sait qu'il est malade. Ce qui va se passer s'il ne prend pas son produit. Si elle ne le voit pas, elle appelle, elle va vers lui pour lui donner le produit. Voilà, c'est ça la dépendance physique. Maintenant, il y a une troisième dépendance qu'on note, c'est une dépendance, je peux dire, de l'environnement de la société. C'est-à-dire que le dépendant crée son environnement, ses amis, ils ont leurs habitudes. Quand il décide d'arrêter, les habitudes lui manquent. Le produit, parce que le produit peut-être lui fait du mal, il va arrêter, mais l'amitié qu'il a, les habitudes qu'ils ont, le manque. Du coup, il va retourner. C'est ça aussi une dépendance liée à une dépendance sociale. Donc c'est le rapport qu'il renoue avec les autres qui le font replonger. Exactement. Ces trois types de dépendance, en général, sont souvent renoués, au moins deux, soit une dépendance psychique et une dépendance sociale, ou une dépendance
physique et une dépendance sociale. Mais en général, quand il y a une dépendance physique, c'est que les trois sont là. Et c'est ça qui est compliqué à gérer. Donc, c'est la consommation donc, de cocaïne et de tramadol, c'est encore plus compliqué, ça rend la prise en charge et le truc. Oui, c'est pour ça qu'on les appelle les drogues dures. Les drogues dures sont celles qui entraînent une dépendance physique. C'est-à-dire qu'au sevrage, vous avez des complications. C'est comme l'alcool. Les alcooliques, le jour où ils arrêtent de boire, parfois ils font même des crises d'épilepsie. Ah oui? Oui. Lié, c'est ça le sevrage de l'alcool, ce que ça donne. Donc c'est une dépendance physique. Qu'est-ce qui justifie ces douleurs dans les muscles? Comment ça s'explique? Je ne sais pas. Ah oui, mais c'est autant de choses pour leur dire que c'est grave, donc d'éviter de rentrer dans ce cercle vicieux là. C'est des substances, surtout les drogues dures là, ils agissent sur le cerveau, ils modifient la physiologie de la personne et donc il y a beaucoup de choses. Si on doit expliquer ça ici, c'est un peu plus compliqué. C'est clair. Voilà. C'est clair. Ah oui, c'est autant que ça. Hein. Est-ce que vous n'avez pas peur de quand bon, on arrivera là, peut-être que j'anticipe, de les côtoyer, de les prendre en consultation. Parce qu'ils doivent être aussi susceptibles. Je me dis, vous allez dire un truc qui va l'énerver, il va vous envoyer une belle baffe. Docteur, monsieur Zazizina? Oui, ça fait partie du métier. Des risques du métier? Oui, ça fait partie des risques du métier. Ah ouais. Et dans tout corps de métier, il y a des risques. Il peut arriver que le patient soit agressif. Donc le spécialiste prend des dispositions pour faire face à ça. Donc il a son arme aussi pour faire face à ces cas de difficulté. Alors on comprend qu'on ne peut donc pas arrêter seul. On peut pas arrêter seul. On peut arrêter seul. Il y a des gens qui étaient des consommateurs du jour au lendemain, ils ont décidé d'arrêter, ils l'ont arrêté tout seul. Mais c'est des cas extrêmement rares. Oui. La plupart du temps, il faut être accompagné. Voilà. Est-ce qu'au Togo, on a des centres de désintoxication? Comme on voit, oui, on voit bien dans les films, chez Internet. On voit des gens qui rentrent dans des centres, ils sont pris en charge, ils font un séjour. Ou alors même quand la consommation de drogue les amène à commettre des infractions. Ou alors même la consommation est à-dire une infraction en soi. Quand en plus ils commettent du mal à autrui, que d'être en prison simplement, ils passent par les hôpitaux, les centres pour se faire traiter. Est-ce qu'on a ça chez nous, docteur Salif? Actuellement, l'hôpital psychiatrique de Zébé est organisé en plusieurs unités, dont une unité d'addictologie. L'unité d'addictologie, c'est l'unité qui prend en charge les dépendances aux drogues. L'unité d'addictologie existe avec tous les soins qu'il faut. Mais la question que vous posez, on la comprend aussi en parlant, en faisant un lien avec les films. C'est possible aussi d'avoir un service d'addictologie ou bien un hôpital qui fait que l'addictologie, c'est possible. Mais dans notre milieu, cette unité est inclue dans l'hôpital psychiatrique de Zébé. Oui. Sur le territoire, c'est à Zébé qu'on a cette unité au niveau du service public. Je dirais que sur le territoire, en fait, tous les psychiatres font de l'addictologie. Oui. D'accord? Ils prennent en charge et ils sont un peu sur tout le territoire, donc je me dis qu'ils le font. Mais c'est à Zébé que c'est organisé en unité, avec une unité spécifique qui fait ce travail. Je me dis quand même que c'est un travail avec plein de contours. Un psychiatre dans son cabinet, il ne saura pas prendre en charge autant un addict à s'en sortir que dans cette unité-là, puisqu'il y a des risques de ne pas revenir sur le traitement, alors que chez vous, je pense qu'on est interné. Oui. Alors des risques de... Voilà. Et au niveau des privés, à la NCE, vous faites dans l'accompagnement, ou alors vous connaissez des structures qui font de l'accompagnement pour s'en sortir? Non, on ne fait pas de l'accompagnement, nous sommes plus dans la prévention, mais des cas viennent vers nous, donc on les transfère vers le docteur. Ce n'est qu'à Zébé qu'on les envoie. Il y a
des hôpitaux psychiatriques en ville. Hein. Je vais mieux expliquer. Oui. La prise en charge des patients, des personnes dépendantes aux drogues se fait de deux manières. Il y a les prises en charge libres. Ça veut dire que la personne n'est pas hospitalisée, elle va voir un spécialiste et elle retourne chez elle. Et puis il y a des prises en charge, il y a des unités fermées. Non, on décide, ça dépend. C'est un soin négocié avec le patient. On peut commencer par l'ambulatoire pour voir si ça va marcher. Chez certains, ça marche, chez d'autres, ça ne marche pas. Et ensuite, on peut aller en hospitalisation. Mais pour les drogues dures, on est obligé forcément de passer par l'hospitalisation, c'est-à-dire une structure fermée, parce qu'il y a une période de sevrage qui dure autour de 2 à 3 semaines où la personne va ressentir vraiment les douleurs liées au manque. En ce moment, il faut garder la personne à l'hôpital et faire un accompagnement médicamenteux. Voilà. Alors, oui, allez-y. En dehors de ça, c'est qu'on peut prendre en ambulatoire. Et du coup, au CHU Sylvanus Olympio, il y a un service de psychiatrie. Donc, il y a des addicts aussi qui vont là-bas. Au CHU Campus, il y a un service de psychiatrie. Les addicts vont. Au CHU Cara, il y a un service de psychiatrie. Les addicts vont. Mais là, c'est qu'on y va et puis on revient. Oui. Et puis, dans les autres préfectures, il y a des unités de santé mentale où il y a les masters. Et je me dis aussi que les addicts vont là-bas. Mais c'est seulement à Zébé qu'on a cette possibilité de faire une prise en charge fermée. C'est ça. Voilà. Qu'on les interne complètement à Zébé. Mais quand vous parliez vous dites que c'est négocié, mais c'est au médecin d'apprécier, de se dire ambulatoire, l'internement, etc. Mais vous proposez toujours, et c'est aux patients et à la famille de se dire on choisit ci, on choisit ça. Exact. Et surtout qu'on l'oblige pas trop, on ne force pas le patient. On essaie de négocier avec lui. De toutes les façons, celui qui consomme un produit, il le fait volontairement. C'est ça, oui. Donc pour qu'il arrête, il faut aussi négocier. Il faut que ce soit volontaire, il faut le négocier, il faut discuter. On ne peut pas l'obliger parce que même si vous l'obligez, vous l'enfermez, le jour où vous le libérez, tant qu'il n'a pas décidé d'arrêter, il va reprendre. Donc ça ne servira à rien tous les efforts que vous aurez faits. C'est pour ça qu'il faut toujours discuter, négocier, s'assurer que la personne désire vraiment arrêter. En ce moment, on peut être efficace en l'accompagnant. Alors, dans l'accompagnement, qu'est-ce que vous leur proposez? Comment ça se passe? D'abord, au niveau du psychologue. Comment est-ce que, par rapport à tout ce qu'il a dit, tout ce qui leur manque, tout ce qu'ils ressentent, alors qu'est-ce que vous leur proposez? Comment ça se passe? Oui, après l'évaluation, on fait le dépistage et puis bon, quand on voit la sévérité, le risque, on fait l'évaluation. Ça nous permet quand même de voir les différentes sortes de besoins que le patient a. Et maintenant, en fonction des besoins, on fait un plan thérapeutique. Et dans ce plan-là, c'est des objectifs à atteindre dans un temps donné. Et avec le patient, ce contrat se fait. Alors, par exemple, si des cas d'oisiveté où le patient est seul, on peut par exemple faire un programme où il peut aller à la salle de gym, il peut aller au sport en ce moment où dans sa journée il va se retrouver seul. Voilà, donc on évite au maximum qu'il ne soit pas seul, parce que être seul aussi fait partie des facteurs de risque et des facteurs de réussite. Voilà. Donc le rôle de la famille est très très important dans ce processus-là, parce que la famille constitue un soutien fort pour à la fois, la famille peut être facteur de rechute. C'est ça. Et aussi, la famille peut être facteur de maintien de la récupération. Du coup, si par exemple l'individu ou bien le client se sent bien dans sa famille, tous ses angoisses, ses frustrations, il peut partager avec son environnement immédiat. Voilà, je sens le besoin, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on peut l'amener peut-être à aller faire temps, à s'occuper, à trouver. D'autres vous disent, c'est parce que je n'ai pas un emploi. Voilà, et du coup, si je n'ai pas un emploi, donc celui qui est praticien dans ce domaine doit avoir aussi des carnets d'adresses. Voilà, en fonction de tel besoin, où je peux envoyer mon client.
Voilà, pour pouvoir se prendre en charge. Certains, dans des périodes comme ça, on peut les envoyer peut-être à des séances de musique pour faire la relaxation. Donc, ça leur permet... Si monsieur est ici, comme ça, vous faites ça? Oui, ok, ça se fait chez nous. Ok, d'accord. Faire des séances de danse, voilà, prendre des cours de danse, faire des choses qui leur permettent de changer de changer des idées. C'est ça. Alors, donc, tout ça en commun accord avec le patient. Voilà. Il faut qu'il se dise, oui, je vais danser. Oui, voilà. Dans le même sens que lui, j'ai un patient actuellement que j'ai envoyé au CNAO et on lui fait des séances de massage là-bas pour l'aider parce que j'ai senti qu'il avait les massages devraient lui apporter quelque chose. Vous ne voulez pas me prescrire des massages aussi, d'accord? Dans ce sens. Mais je vais revenir un peu en arrière pour dire vraiment ce qu'on propose de façon concrète aux patients. Déjà, pour des drogues dures, comme il y a un syndrome de sevrage, c'est-à-dire qu'il peut avoir des douleurs atroces, des crises d'épilepsie et tout, il y a des médicaments qu'on prescrit pour gérer ces symptômes. Ensuite, il y a des médicaments qu'on prescrit pour diminuer l'envie d'avoir besoin de la drogue, l'envie de recourir. Est-ce que c'est des médicaments qui contiennent un peu de drogue aussi, ça? Non, non, ce n'est pas. Je ne suis pas en train. Il y a les substituts, mais je ne suis pas en train de parler des substituts parce que eux, c'est aussi des drogues. Mais il y a quand même des médicaments qu'on prescrit et ça diminue le désir de recourir aux drogues. Surtout pour le cannabis, il y a aujourd'hui un médicament qui est assez efficace dans ce sens. Maintenant, en dehors des médicaments qu'on prescrit, il y a l'accompagnement psychologique, surtout la thérapie motivationnelle. On a dit qu'il faut que la personne soit motivée. Donc, chaque temps que la personne vient nous voir en consultation, on doit l'aider à avoir cette motivation. On doit lui trouver les arguments nécessaires pour qu'il puisse comprendre que c'est dans son intérêt quelque part d'arrêter. Donc, voilà à peu près ce qu'on fait. C'est beaucoup de gymnastique. Ça marche sur combien de cas? Belle question. Belle question. Oui. Il y a la réussite dépend de la volonté de la personne à arrêter. Actuellement, j'ai beaucoup de patients que je suis qui ont évolué vraiment favorablement, qui ne sont plus consommateurs. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est fini, parce que quand quelqu'un n'est pas consommateur, c'est à long terme qu'on sait qu'il n'a pas replongé. Voilà. Si vous avez arrêté 1 an, 2 ans, ce n'est pas encore suffisant pour conclure. Donc c'est à long terme. Donc actuellement, je suis des gens qui ont arrêté depuis 1 an, 2 ans. Voilà. Justin, je viens à vous tout de suite. Je sais que vous avez quelque chose à dire. Oui, par rapport à cette situation, beaucoup de patients qui rechutent ont cette culpabilité de revenir. Parce qu'il n'est pas facile de revenir chaque fois dire que j'ai encore glissé, voilà, j'ai rechuté, donc 2 fois, 3 fois, les patients ont honte de dire ça. Non, après, ils restent dans la situation. Voilà, et puis le fait de ne pas pouvoir revenir fait qu'ils sont dans ça et puis ça continue. Oh là là. Donc, c'est le lieu aussi de leur dire que la rechute fait partie du processus. Du traitement. Voilà. Faut pas qu'ils aient honte. Voilà, de revenir quand il y a, quand il y a la rechute, de toujours revenir et dire que voilà, en 1 an, j'ai rechuté, bon, il faut recommencer la procédure. Voilà. Donc quand ça rechute, on recommence à zéro. Oui, il faut encore réévaluer, voir maintenant le niveau de motivation et puis recommencer encore. Oui, voilà. Oui, justement, j'ai aimé les interventions des psychologues surtout. Parce qu'effectivement, quand on est sous addict pour reprendre une vie normale, on a l'impression souvent au début qu'on ne peut pas faire quelque chose. Mais par exemple, moi, je me suis imaginé plein de choses. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai appris dans ma vie? Je me suis parfois mis souvent au basket avec des jeunes qui m'ont beaucoup permis de ne pas trop fréquenter des toxicomanes. Et ce mouvement-là, cette activité dans laquelle ils m'ont mis, ça m'a permis quand même de m'intégrer socialement.
J'allais, bon, je suis croyant parce que j'allais à des groupes de prière simples, pas trop, parce qu'il y a même un prêtre que j'ai aimé, qui m'a donné un bon conseil. Il m'a dit, ce n'est pas parce qu'on te prend pour un malade mental que tu dois faire des prières extraordinaires, que ce n'est pas ce qu'il faut forcément. Mais j'ai aimé quelque chose et je faisais des recherches sur Internet quand le docteur Salifou a dit quand on est souvent sous l'emprise de drogue, on finit par être atteint de schizophrénie. Et je me suis dit, tiens, schizophrénie, ça veut dire que ces gens-là, on va me voir comme les fous qui traînent dans la rue, ils sont sales. J'ai cherché. J'ai vu qu'il y avait des gens qui ont fait des choses extraordinaires, malgré qu'ils soient atteints de schizophrénie. J'ai vu un prix Nobel en économie, John Foreman Jr. J'ai vu des grands cinéastes. J'ai vu un champion mondial de jeu d'échecs. Et je me suis dit, donc forcément, je sais pas, peut-être c'est Dieu qui voudra que je fasse quelque chose de merveilleux comme eux, mais je me suis mis à écrire. Je me suis mis à écrire. Pas forcément toute ma vie, mais tout ce qui me passionne. Tout ce qui me passionne, que ce soit la science, la technologie. Il faut dire que vous aimez beaucoup la technologie. Ouais, surtout ça. C'est pour ça que je me suis remis à mes études de développeur d'applications. Ah oui, j'ai oublié. Là, je profite aussi pour saluer mes amis des DA. Allez à DefiTech. On se voit demain. Allez, on continue. Et puis, donc, je me suis mis à écrire. Et je crois que j'ai écrit tellement... Bon, je ne vais pas m'enorgueillir d'avoir écrit plus que je ne sais qui, mais j'appréciais quand même ce que j'écrivais. C'est comme si ça coulait. Ça me permettait de ressortir tout ce qui était enfoui en moi, que parfois je ne pouvais pas partager. Et chaque fois que j'écrivais, c'est comme si je parlais à quelqu'un qui est en face de moi, à qui je disais tous mes secrets. Et peut-être, si Dieu veut, je vais éditer ces livres. On attend. Allez, est-ce qu'il n'arrive pas parfois à vos amis? Bon, déjà, vous avez arrêté d'en consommer depuis combien de temps maintenant? Ça va faire plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans. Ouais. Mais après la drogue, vous vous êtes mis à la cigarette quand même comme substituant. Beaucoup de cigarettes, beaucoup. Combien de paquets par jour? Je pouvais consommer jusqu'à un paquet par jour. Jusqu'à un paquet par jour. Ouais. Ça vous aidait à... Ça, c'est après le séjour dans les hôpitaux, etc. Et ce qui est paradoxal chez moi, contrairement à des malades que je voyais, parce que je vois des malades, dès qu'on nous enferme, ils se demandent si on ne peut pas trouver un moyen pour avoir un produit dehors. Même en interné. Non, la préoccupation, c'est ça. Même interné, c'est comment faire pour avoir... Il y avait des malades qui voulaient trouver quand même encore le produit. Donc parfois, ils trouvaient des amis qui venaient. Qui leur en apportaient? Ouais, qui leur en apportaient. C'est de la sorcellerie, ça. Ou bien donc un petit sachet dans lequel il y a un produit et puis on le consomme en cachette. Et contrairement aux autres, je ne sais pas, quelqu'un, c'est sûrement dans la famille doivent se dire, donc quand il est enfermé, il ne prend pas. Quand je suis enfermé, je ne prends rien. Je regarde, et bien quand je ressors, par contre, j'ai comme l'impression que quand je ne suis pas occupé 24 heures sur 24, là, je me remets à la cigarette. Et ça fait que donc je dois me forcer à trouver de quoi m'occuper souvent. Et je me dis, je ne peux pas chercher à tout faire tout le temps pour m'occuper. Et je sais que là, c'est un combat à faire aussi. Toute la vie. Alors, pour la cigarette, vous avez réduit maintenant ou bien comment? Je pense que je suis obligé d'avoir recours à un psychologue. Peut-être monsieur est là, il va me donner des conseils. C'est bien honnête. Ouais, pour l'alcool, la drogue, j'ai pu dire non volontairement. La drogue, c'était la famille. Mais pour la cigarette, j'ai dit il faut forcément un psychologue parce que peut-être il y a des combats qu'on ne fait pas tout seul. Tout à fait. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui a fait un combat contre tout. Tout seul. Ouais, tout seul. Donc, quoi. Il y avait au moment. Il y a la volonté quand même déjà à la base. Il y a la volonté à la base. Forcément, je vois bien qu'il doit avoir un désir de moi-même de me dire mais écoute. Autour de toi, ils vont te trouver pour un gars bizarre parce qu'à chaque fois que tu fais ça, ils vont te dire mais... Alors justement, comme ça, est-ce qu'il n'y a pas des amis ou des connaissances, vous pensez qu'ils se doutent, qu'ils se disent qu'il en prend encore des fois? Il y a des gens qui peuvent savoir, mais sauf s'ils me voient savoir le ou se douter? Se douter, ils ne voient pas tout de suite, mais après ils disent...
Je ne parle pas de la cigarette, hein. Je parle de la drogue, de ceux dont vous êtes sortis. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vous ayant connus qui se disent que est-ce que c'est vrai qu'il est tout abandonné? Ah oui, justement, pour en venir à ça, il y a des gens qui ont douté. Mais je leur dis, bon, s'ils veulent vraiment être sûrs, il y a le test de l'urine. Hein. Ça, le docteur le sait. Pour le cannabis, c'est le test de l'urine. On vous amène à l'hôpital, on fait le test de l'urine pour voir s'il y a encore du THC. Le THC, le tétrahydrocannabinol, c'est la molécule de... Il en sait, hein. Il est à l'école de la chose. Il faut mieux se renseigner là-dessus parce que quand ça vous bousille, finalement, vous vous dites qu'est-ce que je vais devenir. Ouais. Non, mais bon, pour cela, moi, je me dis souvent, faut pas se fier à ça, quoi. Je me dis, si quelqu'un vous dit, si vous dites à quelqu'un, je vais bien, je prends plus un produit, il vous dit si tu en prends encore. Bon, faut la laisser dans son coin. Il faut laisser dans son coin. C'est aussi ça, c'est l'accompagnement de la famille, de l'entourage. C'est-à-dire que sa dernière partie est très intéressante. Hein. Quand on décide d'arrêter de consommer une substance, c'est pour soi. Ce n'est pas pour les autres. Oui. C'est-à-dire que les autres doutent ou pas, vous ne faites pas ça pour eux. Mais si vous vous mettez en tête que vous faites ça pour eux, le risque c'est que quand ils doutent, ça vous replonge. Voilà. Et ou alors quand ils doutent, ou alors quand ils ont des comportements que vous dites, normalement, ils étaient les modèles, ils m'ont obligé à arrêter, les voici maintenant, vous replongez. Oui, c'est clair. Il faut le faire pour soi. Donc c'est important que les gens le comprennent, ils le font pour eux-mêmes, ils ne le font pas pour les parents. Et c'est aussi important que les parents ou la famille comprennent qu'une personne qui est dans un processus de sevrage peut rechuter ou en général va rechuter, ce n'est pas c'est dans l'ordre normal des choses. C'est normal même de rechuter. C'est normal parce qu'après un sevrage, quand les gens ont tellement confiance en eux, à un moment donné, ils se disent, je vais essayer de voir si je vais aimer. Et il y en a qui le prennent juste pour ça. Donc rechuter, c'est normal. Ça ne doit pas alarmer la famille. Ça doit simplement amener la famille ou les soignants à comprendre que la personne n'est pas encore sortie complètement de cette affaire et il faut toujours l'accompagner. Vous dites combien de temps ça peut prendre? Ou bien c'est relatif? L'abstinence, on peut dire on est abstinent 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 10 ans. Mais on ne peut pas dire, même après 10 ans, qu'on a fini avec la drogue. Ouais. Mais on peut dire qu'on est abstinent pour tel nombre d'années. On est sûr de ça. En fait, c'est comme ça. Parce qu'en fait, le risque, il est toujours là. Le risque, il est toujours là. Le risque, il est toujours là. Et un auteur l'a déjà dit, la bouche qui a tété n'oublie pas la saveur du lait. Voilà. C'est clair, c'est vrai. C'est complètement clair. Aujourd'hui, pour des gens, des familles qui envoient des personnes comme cela, Ghislain a dit qu'un prêtre lui a dit que ce n'est pas une affaire de prière intensive, de prière avec agressivité. Mais il y a toujours des gens, qui le font parce que pour eux, c'est les esprits qui dérangent les jeunes qui vont. Donc, c'est enchaîner les jeunes dans des centres de prière. Vous en avez connaissance, Madame Fortuny? Pas vraiment, mais je sais qu'il y a quand même un centre à Bagby et c'est un pasteur. Je sais qu'il utilise et la spiritualité et le counseling. Oui. Le counseling, c'est l'accompagnement. L'accompagnement de motivation. Voilà, oui. C'est ça. Mais à part ça, nous travaillons plus avec les coalitions. Nous avons formé les coalitions parce que nous travaillons plus dans la prévention et nous éduquons les gens. Nous parlons aussi aux parents. Nous les faisons comprendre la drogue, qu'est-ce que c'est la drogue et comment se comporter avec les enfants parce que ici, dans la société dans laquelle nous sommes, les gens utilisent plus la discrimination, ce qui n'est pas bien. Ça les isole plus, ça les enfonce plus. Oui. Donc, dans nos coalitions, nous avons 12 secteurs et ces secteurs, nous les formons sur comment ils vont aborder la thématique. Et aussi, surtout les secteurs, dans les secteurs, on a les parents, les professeurs, parce que souvent, c'est les professeurs, les instituteurs qui se rendent compte rapidement. Oui, les parents ne voient pas ça trop vite. Ils voient que du feu. Donc, c'est les instituteurs qui nous ramènent. Mais moi, quand même, les cas que j'ai connus, c'est les instituteurs qui se sont approchés de moi.
On était partis pour faire les sensibilisations dans le lycée et après ils nous ont amené des cas et souvent les enfants ne veulent pas aussi que les parents soient au courant. Oui. Donc vous gérez ça entre vous? On gère comme on peut et après si c'est débordé, nous les envoyons vers les psychologues. Oui, donc c'est que ces cas quand même de personnes enchaînées, vous en savez? Les cas de personnes enchaînées dans les centres de prière, c'est beaucoup plus pour la schizophrénie. Les maladies mentales. Les maladies mentales. Elle a parlé de prévention et je voulais dire un mot sur ça. C'est vraiment en matière de drogue, la solution, c'est de ne jamais goûter. C'est ça en réalité, ne jamais goûter. C'est pour ça que la prévention est très très importante. Et la prévention va se dérouler sur plusieurs niveaux. Déjà au niveau familial, où la famille doit être vraiment vigilante, on a déjà cité les signes d'alerte. Mais les enseignants ont quand même un rôle important parce que c'est eux qui passent beaucoup plus de temps avec, les adolescents. Et qui voient leur comportement. C'est eux qui voient leur comportement. Oui. Souvent, les enfants ont tendance à cacher leur vrai comportement aux parents. Donc, à l'école, par exemple, ils l'extériorisent. C'est les enseignants qui voient et ils doivent pouvoir faire un feedback à la famille. Ils doivent pouvoir attirer l'attention des parents sur certains comportements des enfants. Il dort en classe, il est agité, il est violent, et aussi au niveau des études. Mais l'autre volet surtout de la prévention, c'est les médias. C'est les médias parce que je vais dire, tout ce qui est secret, souvent s'aggrave. Les médias doivent pouvoir aider pour démystifier. La dernière fois, notre ami l'a dit, il a consommé ses premières drogues tout simplement parce qu'il ne savait pas ce que c'était. Donc nous avons l'obligation d'en parler, de faire en sorte qu'au niveau même de la famille, on doit pouvoir parler des drogues et des conséquences aux enfants à l'école, mais les médias doivent le faire. Et aujourd'hui, je suis arrivé à penser que pour vaincre ce fléau de la drogue, il faut qu'on fasse comme ce qu'on a fait pour le VIH, SIDA dans les années 90, 2000, où il y avait beaucoup de spots publicitaires qui revenaient sur le VIH et tout. On doit faire la même chose, c'est-à-dire qu'on doit sensibiliser. On ne doit plus attendre que ça arrive, que vous gériez on doit pouvoir parler de ça pour que les enfants, quand ils auraient appris ce que c'est que la drogue, ils auraient appris les conséquences. Quand quelqu'un va leur proposer une drogue, il va réfléchir. Ils sachent décider. Exactement, et probablement qu'ils prendront la bonne décision. Mais si on ne dit rien du tout, le dealer va vanter les mérites de son produit et l'enfant va tomber dans le piège. Et puis l'autre conseil que je vais donner aux parents, c'est d'insister chez leurs enfants pour qu'ils ne prennent rien sous forme de médicaments à l'école provenant de leurs camarades, provenant peut-être des adultes qui les entourent. C'est-à-dire que même s'ils ont les maux de tête, soit ils vont dans une structure agréée de santé de l'hôpital, de l'école, ou carrément ils reviennent à la maison pour que les parents les amènent à l'école. Mais qu'un camarade dise, prends tel produit, ça va passer, des maux de tête, ou bien des maux de un adulte va proposer quelque chose, il faudrait que les parents sensibilisent leurs enfants pour qu'ils n'acceptent jamais des produits venant des personnes inconnues. C'est clair. Voilà, que ce soit des médicaments où on a dit des bonbons, des sucettes, des boissons. Donc les sensibiliser les enfants à éviter de manger finalement dans les mains d'inconnus. Voilà. Si vous me dites qu'il y a des toffees piégés, des bonbons, que la drogue prend ses différentes formes, ça c'est un message complètement à passer aux parents. Leur demander, Et si je veux ajouter aussi au niveau des médias, il faut quand même qu'on informe la société aussi sur le cas de discrimination parce que c'est ce qui empêche les gens d'aller vers le centre en fait. Il y a beaucoup de personnes qui consomment mais ils n'arrivent pas à s'ouvrir parce qu'ils ont peur de ça. On a toujours ce regard négatif sur les consommateurs, mais comme le monsieur l'a dit, parfois ils sont obligés, ils sont addicts. C'est nous qui les poussons à rester dans à retomber encore, à rechuter. Donc on parle
parle aussi à la société à propos de ça. Et je crois que c'est le travail des médias. C'est ça, on va le faire. Oui. Oui, moi je vais ajouter, surtout pour les médias, il faut savoir passer les informations. Souvent dans nos films, on voit des gens qui fument. Il faut que l'information a passé ou le film ou bien, je sais pas, le documentaire a passé, il faut masquer. Il y a des trucs qu'on ne doit pas, il y a des chansons qui passent et puis bon, c'est comme ciel ouvert. On en avait parlé. Voilà. Et puis l'autre côté, aujourd'hui, ce qui est criard dans notre ville, c'est ce phénomène de chicha que vous voyez dans tous les bars. Oui, et puis moi, je ne comprends pas pourquoi les autorités ne sont pas... Voilà, et puis dans les bars, et puis il y a des places à côté, vous voyez les jeunes qui sont autour et qui... Et puis on en fait la pub, hein. Quand tu as un espace, vous dites, ici on fume la chicha, donc voilà. C'est comme c'est une plus-value. Voilà, voilà, donc oui, dites-nous, voilà. Tout le monde suit. C'est quoi ce truc? C'est quoi les conséquences? C'est une drogue aussi? C'est une drogue. Le chicha, les gens mélangent avec le cannabis et d'autres, même l'alcool ajouté à ça. Ils prennent dans les bars. Donc, et vous qui êtes à côté, voilà, et puis, voilà, vous êtes des fumeurs passifs. Donc la fumée qui sort, vous fumez aussi. Donc il faudrait que les autorités prennent ça à cœur pour pouvoir vaincre ce phénomène, parce que je ne peux pas me dire je vais aller prendre peut-être dans un bar Coca-Cola. Parce que malheureusement on n'a pas des centres de divertissement, etc. Quand on doit sortir, c'est dans le bar, on va. Voilà, et puis à côté on fume le chicha et puis moi je consomme. La chance qu'on a sur ce plateau, c'est qu'on a un médecin qui est en plus soja. Et on va lui poser la question. Vous constatez le phénomène aussi, non? Oui, la chicha, c'est une drogue, ils l'ont déjà dit, et elle se prépare avec des feuilles. Et puis de l'eau qui bout pour donner une certaine vapeur, et voilà, un peu comme une infusion, mais voilà, c'est la vapeur que les gens aspirent. Malheureusement, c'est qu'il y en a qui remplacent ces feuilles-là, qui sont des feuilles aromatiques, ils les remplacent par du cannabis. Et à la place de l'eau, ils mettent les liqueurs. J'en connais qui font un mélange de Jack Daniels avec le Jack Daniels. À la place de l'eau. À la place de l'eau, qu'ils bouent la feuille pour avoir leur vapeur. Et cette feuille, c'est les feuilles de cannabis. Voilà. Donc c'est quand même une pratique qui est maintenant en vogue à Lomé, dans les grands bars, et qui, j'imagine, risque d'être vraiment dangereux pour les adolescents, les jeunes. Aujourd'hui, la plupart des jeunes connaissent la chicha, ils en ont déjà goûté. Voilà. C'est de fortes chances qu'ils aient goûté à la drogue. Ah oui. Parce qu'à la base, ça c'est quand la chicha remplace les ingrédients par maintenant. Quand c'est la composition normale, j'ai eu dire qu'une bouffée de chicha correspondait à combien de bâtons de cigarettes, que ce soit quand c'est même la chicha normale qu'ils fument. Que c'est pas comme si la chicha était mieux que la cigarette, que c'est pire même que la cigarette. Vous confirmez? Bien sûr, ce n'est pas... de toutes les façons, que ce soit la chicha, la cigarette, je ne vais pas dire qu'un est mieux que l'autre. C'est pas parce que les gens, il y a certains qui disent je fume pas la cigarette, mais ces personnes s'adonnent à la chicha pensant qu'elles sont hors de cause, quoi. Oui, c'est pas parce que la drogue est licite qu'il est moins dangereux. Que cette drogue est moins dangereuse. Vous voyez, donc dans le corps, voilà, ton corps, ça ne va pas se dire bon, on ne me combat pas, donc je ne fais pas beaucoup de dégâts. Voilà. C'est pas parce que la cigarette est à vendre que c'est autorisé, mais sur cette cigarette c'est mis, ça nuit dangereusement à la santé. Et on en consomme quand même. Donc il faut comprendre que ce n'est pas parce que la drogue est licite que c'est moins nocif. C'est ça. Oui, madame. Oui, ce que je peux ajouter pour la chicha, c'est que quand vous fumez, la fumée est lourde, vous pouvez l'imaginer. Et quand ça rentre, ce n'est pas tout qui ressort. Ce qui reste, c'est encore, ça pèse plus que la cigarette simple. Je ne sais pas si vous avez remarqué la fumée de la chicha, c'est très lourd quand ça rentre dans les bronchioles. C'est pas toute la fumée qui sort, il en reste beaucoup dans les bronchioles. Et comme vous l'avez dit, je crois qu'une bouffée de chicha, ça fait 40 cigarettes quand vous allez terminer. Vous avez déjà une idée de ce que vous consommez. 40 Et pire encore, si vous consommez dans un lieu clos, il n'y a pas la ventilation, mais alors qu'aujourd'hui les enfants en ont à la maison.
Je pense que c'est à 15 000 le truc. La boîte là, Oui. le dispositif, Oui. donc ils en achètent et puis ils utilisent à la maison. Ils ont à la maison, donc les parents doivent aussi veiller à ça. C'est pas un luxe finalement la chicha. Hein. Non. C'est même pas un luxe du tout. Si vous voulez les tuer, laissez-les aller à la chicha. On donne des exemples de... Bon. On parle de comment on peut s'en sortir de la drogue et donc on donne toutes les astuces. Et ce serait bien, Ghislain, que vous nous parliez de ce jeune que vous avez aidé aussi, vous avez accompagné à sortir de la drogue. Parce que oui, vous êtes engagé aujourd'hui à passer le message autrement, à vous mettre en exemple pour dire à toute personne qui touche à la chose, non, n'y va pas, ne le fais pas. Et vous savez, il vient te... Bon, il prend de l'argent et puis il rencontre un schizophrène en route, il lui paie à manger parce qu'il dit il sait peut-être de quelle façon il est arrivé à ça. Il est avec ce monde, mais complètement autrement, différemment. Il agit avec ces gens-là. Et racontez-nous un peu l'histoire de ce jeune qui a pu s'en sortir pour dire à ceux qui sont là-dedans que c'est possible de s'en sortir comme vous. Oui, effectivement, c'est... Merci, mais bon, faut pas jeter trop de réole. Hein. J'ai jeté aucune auréole. Ah, d'accord, tant bien. Bon, pour Gilles, c'est que Gilles, je le félicite beaucoup. C'est la preuve que je pensais que je ne rencontrerais jamais des gens qui pouvaient écouter mes conseils et accepter mon assistance. J'allais le voir une fois par mois, il était sorti des EB. J'allais le voir une fois par mois. Sa mère est veuve, il est lui-même orphelin. Une fois par mois, quand je passais à vie, je allais le saluer, le soutenir, lui dire tu peux t'en sortir. Et il a arrêté de fréquenter les amis toxicomanes. Il s'est renfermé à la maison. Il sortait plus. Personne ne comprenait pas pourquoi il sortait plus. Mais par contre, il aimait bien manger. C'est vrai qu'il pouvait plus faire la lessive ni se laver souvent. Mais j'allais tout le temps. Je ne désespérais pas. Pour moi, je me disais, c'est comme, je ne suis pas Jésus, hein, mais je me dis, bon, vaut mieux aller voir son propre frère qui a le même problème que soi, que de chercher à voir des gens toujours bien portants et à côté de qui on est presque rien. Mais lui, au moins, je me dis, tiens, vous savez que vous serez d'une utilité voilà, à ses côtés. je vais le soutenir. Et à la fin, finalement, je viens le voir, je dis, Jules, qu'est-ce que tu fais encore? Il me dit, sa maman me dit, il ne sort plus. Il ne sort plus parce qu'elle est veuve, elle est vieille, mais elle est toujours à la maison, il ne sort plus, il est là. Je dis, mais Gilles, tu peux quand même faire quelque chose. Regarde ce que moi j'essaye de faire. Laisse les gens, t'en occupe pas, ne te fatigue pas à écouter les gens. Et il a commencé à suivre une formation en sérigraphie, tout ce... Et ça fait 2 ans déjà, et je sais qu'il le fait toujours. Et bon, ce qui me fait mal, c'est qu'il n'aime pas le téléphone. Je sais pas, parce qu'il ne veut pas qu'on le dérange. Mais donc c'est vrai, il essaie de décrocher. Là, il a totalement décroché, il continue sa formation. Et il apprend une formation en sérigraphie. Et c'est bien. C'est le genre de jeune qu'il faut accompagner, il faut promouvoir, il faut lui donner du boulot, il faut l'embaucher. Parce que tout ça participe à sa réinsertion, à son traitement en fait. Voilà. Donc il est où vous dites? Il est vers... non, il est à Lomé. À Lomé. Vers Tokyo Séminaire. Et il adore ce qu'il fait. Moi, quand je le vois, je me dis, peut-être j'aurais dû m'abaisser de mon niveau, de chercher à toujours avoir des études supérieures, faire un petit truc comme ça, pour voir pourquoi ne pas toucher ces petits métiers-là. C'est bien d'être passionné par quelque chose. Alors vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Là, je suis étudiant en développeur d'applications. Quand vous étiez en Europe, vous aviez fait quelle étude à l'université? C'est que vous étiez parti pour faire quoi? Mathématiques, informatique. Mathématiques, informatique. Ouais. Et bon, après vous êtes revenu avec un diplôme en drogue. Mais c'est pour rire. Hein? Oh, c'est parce que je vous connais, on se taquine. Mais vous avez arrêté. Après, vous avez arrêté pendant combien d'années? Pendant près de 10 ans. Pendant près de 10 ans. Ouais. Mais après, vous avez émergé. Vous vous êtes dit, il faut que je fasse quelque chose. Ouais. Et vous reprenez vos cours à Défitec. À Défitec en informatique. En développement d'applications. C'est pour faire quoi? C'est quoi vos objectifs aujourd'hui? L'objectif, c'est justement développer d'applications et développer des applications mobiles et web. Et puis un peu apprendre sur les réseaux. Comment mettre
aujourd'hui, tout ce qui est réseau, c'est Internet, c'est pas seulement écrire des lignes de sites web, mais c'est tout un travail qui se fait derrière. Il y a des réseaux à mettre en place. Et bon, le monde est fait de nouvelles technologies, ça on le sait, mais bon, j'apprends un peu à peu. Bon, je verrai bien ce que là où Dieu me permettra d'aller. Ça, c'est le plan professionnel. Ouais. Et sur le plan côté cœur. Côté cœur, j'ai fondé une famille. Bon, fonder une famille, bon. C'est vrai, bon, je me dis, bon, Abraham, lui, il avait 90 ans pour avoir son fils, donc je sais pas. Ça, je vais pas me presser, alors bon. Abraham, il est la promesse de Dieu, donc je sais pas. Donc, de ce côté, c'est sûrement, faut pas presser, quoi. C'est-à-dire que vous avez plein de projets. Ouais, je sais que. Vous ne vous êtes pas dit, j'ai bousillé 10 ans de ma vie à faire ci, à faire ça. Ah, non, mais non, vous vous ça... êtes dit, c'est toujours possible de le faire. Voilà. C'est cette positivité que j'adore. Oui, justement, parce qu'il y a des gens qui ont sombré. Et j'ai vu des exemples, mais il y a un exemple qui m'a beaucoup marqué dans la vie. J'ai lu sur sa biographie dans la bibliothèque de mon père. C'est le président Roosevelt, le président américain. Il était infirme. Tout le monde savait qu'il était poliomyélite. La polio, oui. Oui, mais j'ai pas compris comment ce monsieur qui était poliomyélite s'est battu dans ce grand pays, plus puissant, le pays le plus puissant dans le monde, mais jusqu'à être président. Oui. J'ai lu sa biographie, il se battait lui-même pour distribuer des tracts dans les maisons pour faire campagne. Je sais pas comment il a fait, mais il n'avait pas honte. Je me dis, mais ce mec-là, si jamais lui il a eu ça, il est devenu président des États-Unis. Moi, je serais pas devenu président. Hein, parce et pourquoi pas? Non, c'est pas votre chose. Chacun avec son ambition. C'est comme les présidents, c'est comme si beaucoup de dirigeants, c'est le peuple qui travaille pour les nourrir et moi, je peux pas faire ça. C'est bon, ok. Je peux travailler vraiment. Super pour les gens. Ouais, je disais, Roosevelt, lui. Ce qu'il a fait, c'est chaque fois je me rappelle de sa biographie, je me dis c'est pas possible. Se battre comme ça et il a trouvé du financement pour aider les recherches des pour vaccins, la lutte contre la polio, les vaccins, tout ça. Je sais pas, je me bats, je me dis Bill Gates, c'est une image que j'ai en tête. Donc vous avez des icônes, des images, des références aujourd'hui que vous vous battez pour. Je dis, si Bill Gates il a fait ça, Dieu a fait l'homme à son image, ça veut dire que si moi jamais j'arrive à atteindre un niveau comme ça, je peux financer beaucoup de recherches pour aider les malades mentaux, les toxicomanes, parce que docteur Salifou l'a dit, ça m'a beaucoup touché, les médias. Vraiment, on attend de vous. Et promesse, liste, quand il y aura le 11 mai, ne faites plus Bob Marley. On va voir. On va voir. Tu vas fêter le 10 octobre, Journée mondiale de la santé mentale. C'est ça. Voilà, pour 2020, oublie Bob Marley. Faut plus faire publicité pour Bob Marley. Tout le monde connaît Bob Marley. D'accord. Donc on a qu'à arrêter 11 mai là. Voilà, 11 mai là, faut oublier. C'est une provo quand même, bon. Super. Merci. Dans le sens des témoignages, comme ça, on a reçu une très belle lettre d'amour. C'est pour nous tous. Hein. Je vais la lire en direct. C'est une lettre qui est issue de l'émission de la semaine dernière. Ça dit comme une petite lumière dans nos cœurs, le désir d'un rêve qui se réalise existe au plus profond de nous. Et comme nous sommes tous différents, nous choisissons chacun de différents chemins qui essaieront d'aboutir à cette lumière. Parfois, nous nous égarons de la raison et nous créons un monde faux seulement pour apaiser nos moments de faiblesse. C'est vrai que parfois, le ridicule nous fait du mal, que la honte nous souille l'âme, que la trahison nous enrage, que la pauvreté nous détruit, ou même que l'amour nous affaiblit, et nous croyons que ce sont des erreurs que nous avions faites sans le prévoir. Alors que la véritable erreur que nous aurions pu faire, c'est de nous abandonner à la drogue pour oublier nos erreurs dans le passé, pour mieux apprendre ou pour se faire plaisir. Chers amis, la drogue est une erreur. Laissons-le aux gens sans imagination, laissons-le aux gens sans rêve. C'est le message d'une fille de 14 ans, elle est en classe de 3e, Salifou qui a Erline, au complexe scolaire David à Adétikopé. Merci. Merci, ça vaut bien innovation, cet engagement d'un enfant comme cela. Sensibilisons nos enfants, parlons à nos jeunes, disons-leur tout ce qu'ils peuvent faire dans la vie, qu'ils ne perdent pas des années comme cela, par de mauvaises fréquentations, par des expériences que l'on veut faire par-ci et par-là. Voilà quoi, à se foutre sa vie en l'air.
Parlons à nos enfants, communiquons, connaissons nos enfants et accompagnons-les autrement. Quand on se doute qu'ils touchent à ça, ce n'est pas la violence, ce n'est pas un langage fort qui réglera la situation, mais c'est de comprendre comment ils en sont arrivés là. Est-ce que c'est par un choix ou est-ce que c'est par erreur, et de les référer à différentes structures pour se faire prendre en charge. Alors si il y a des gens qui nous suivent et qui se disent, voilà, on est dans le cas, quel est le premier pas que l'on pose? Qu'est-ce qu'on se dit? Madame Fortuna Bébéou, et s'il y a des gens qui nous suivent et qui se disent, tiens, ça m'interpelle, je suis dans le cas, et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent quelque part, ils vont quelque part, ils font comment? Donnez-nous des références. Je pense que d'abord, c'est se référer aux parents. Et de là, ils vont discuter ensemble et puis chercher. Alors si c'est les parents, on va voir qui? Est-ce qu'on va à l'hôpital? Ou alors qui est-ce qu'on va voir? Les psychologues. On demande un psychologue. On demande un psychologue. C'est lui qui va évaluer le besoin et maintenant les diriger vers les addictologues. C'est ça. Alors le psychologue, il est là, donc c'est vous qui êtes là. Il faut écouter toutes nos misères. Merci de nous sauver. Oui, merci beaucoup. S'il y a des cas comme ça, c'est bon rapidement de voir les spécialistes. Il y a également les centres, il y a les psychologues aussi qui sont dans le domaine, parce que c'est un domaine plus spécifique. Hein. C'est ça. Voilà, donc il faut les voir. Il y a des centres, des hôpitaux où il y a la prise en charge dans presque tous les hôpitaux, du sud au nord. Ils peuvent s'adresser rapidement à ces spécialistes qui vont les prendre en charge rapidement. Alors, monsieur Safio Zenzina, psychologue, merci d'avoir été avec nous. Docteur Salifou, psychiatre, médecin-chef de l'hôpital psychiatrique de Zébé. On s'adresse à vous, on vient en Zébé directement ou on fait comment? C'est en fait comme un mot pour finir pour vous. Oui. Je dirais que la dépendance aux drogues, c'est comme la fumée. Quand il y a la fumée, c'est qu'il y a le feu quelque part. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Quand il y a la fumée, c'est qu'il y a le feu quelque part. Donc cette fumée doit interpeller la famille. Déjà, d'aller dans le sens de comprendre ce qui a pu se passer pour que leur enfant s'adonne aux drogues. Parce que si ce n'est pas compris, on ne pourra rien faire. Déjà, il faut traiter la cause, pas le symptôme. Il faut qu'eux-mêmes, parce que l'addiction, c'est comme un symptôme d'un problème, qui peut être un symptôme d'un mal, d'un problème familial. Donc, il faut que déjà eux-mêmes, ils essaient de voir qu'est-ce qui a pu se passer. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que l'enfant s'adonne aux drogues. En plus, l'autre conseil que je vais donner, c'est que si vous avez un enfant qui prend les drogues, ce n'est pas une urgence, ce n'est pas ici maintenant, il faut qu'il arrête. Non, c'est un processus de longue haleine. Il faut prendre le temps qu'il faut, mais en fin de compte, il faut aller vers les spécialistes pour gérer cette situation, et on peut venir à l'hôpital psychiatrique de Zébé, me rencontrer et on verra ce qu'on peut faire. C'est cela. Merci pour la disponibilité, Ghislain. Merci de nous avoir ouvert votre cœur et votre vie hier, jeudi dernier. Et aujourd'hui, un message pour finir. Un message pour finir. Aux jeunes. Aux jeunes, d'accord. Merci pour les intervenants. Ils ont fait un travail super. Je ne savais pas qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent comme ça au Togo. Mon pays, voilà, la terre de nos aïeux. Mais ce que je vais dire pour les jeunes, franchement, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est pas parce que certains milieux prennent la drogue pour des motivations qu'il faut s'y mettre, parce que moi je l'ai fait, j'ai rien gagné, et il faut apprendre en famille. En famille c'est bien, on a toujours quelque chose à apprendre des parents, et des gens qui sont simples nous apprennent beaucoup, et ceux qui sont arrivés à arrêter, je dis, soutenez aussi ceux qui n'y arrivent pas encore, ça fait beaucoup. Et bon, on ne peut pas vivre dans un monde sans drogue, mais on peut faire en sorte quand même qu'il y en ait moins pour que les mamans ne pleurent plus leurs enfants. C'est ça. Parce que dans tout ça, il y a eu des décès, des emprisonnements, et les malades que beaucoup sont devenus. Beaucoup de déceptions, beaucoup de chagrin dans les familles. Merci, Ghislain. Et puis, merci. Et pour les femmes, je dis femmes, je parle comme vous, il faut regarder, c'est pour vous. Venez raconter toutes vos histoires, tous vos problèmes. Séquence pub. Merci. Merci beaucoup.
beaucoup, Gisela. C'est très gentil. Merci d'être passé, chers amis. Merci de nous avoir suivis chez vous également. Et Jacques Fosy, c'est un artiste congolais qui est engagé contre le phénomène. Il a fait sa chanson dans les années 90-2000. Il a repris parce que le message est pertinent et méritait chaque fois d'être actualisé. On finit avec Mekuya de Jacques Fosy. Il dit que ça ne te fait pas du bien du tout. Rendez-vous jeudi prochain, le premier jeudi du mois de décembre. Alors, au revoir et très belle soirée. Senuya Nunya si mawuso na wadema Bekwia to senuya Bekwia Ganja Hashish Ewo Don't play silly boy. Nous c'est si maou sonna wade. Bekwia to senuya. Nunya si maou sonna wade ma. Bekwia to senuya. Bekwia. Ganja. Hashish. Ewo. Yeah, man. Ewo Ganja Hashish Bekwia Il a plein de tirs Aja Nyangule novo ya Atombe memnola Aja Yi Aja iblenola Hashish Bekwia Ganja Ewo Novi wo ole fonwo Fufu wo ole fonwo Olo wo ole fonwo Ewo Ganja Hashish Bekwia Yeah, ajalo soro reke kolano yama Ajami dasi atome mera Yeah man Itabi Baligangi no baglenola Are man Ewo